2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi qui démarre. C'est le grand forum, et jusque 18h30 avec un grand forum aux couleurs de ce radioton qui a démarré depuis 1 heure maintenant sur France Maghreb 2 avec le Secours Islamique. On vous rappelle évidemment ce qu'il faut absolument faire ce week-end. Apporter votre don, votre aide et aux couleurs de l'espoir pour les enfants palestiniens. www.secours avec un s-islamique-du-6 islamique.org. Le numéro de téléphone à composer sans modération, mais pourra surtout apporter votre aide, votre générosité. 01 60 14 14 14. On compte sur vous. Ce compteur grimpe de minute en minute. C'est pas assez, il va falloir encore plus se mobiliser tout au long de ce week-end. On compte sur vous et nous serons d'ailleurs tout à l'heure à 17h pour faire le point et rappeler l'essentiel de l'opération à 17h avec le directeur exécutif du Secours Islamique qui sera avec nous tout à l'heure à 17h sur France Maghreb 2. Le grand forum évidemment avec cette dernière partie tout à l'heure avec l'éphéméride. Et on parlera d'ailleurs de la fête nationale d'un pays, les Émirats Arabes Unis, tout à l'heure avec l'ami Amar. On parlera de la télé bien sûr et de ses programmes de sport bien sûr. Et puis le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur de nos deux chroniqueurs aujourd'hui et les avis tranchés à retrouver de Monsieur Tarek Mami qui arrive dans un instant et Madame la Baronne Bouchra qui est avec nous. Comment ça va Bouchra ? Bonjour, ça va très bien, merci. Ravi de te retrouver. Après ces quelques semaines, on s'est pas vu là, ça fait un petit moment. Oui, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait entre temps. Oui, il y a eu plein de choses, une actualité chargée d'événements évidemment. En tout cas, voilà, t'as été je suppose au concert de Kerry James au Zénith de Paris. Oui, c'était plein, c'était magnifique. Plein d'émotions. Ah oui, c'était la première fois que le propriétaire du Zénith se voyait ressortir en fait les sièges qui sont sur les côtés. Donc la salle était plus que pleine, hein, et ça faisait 10 ans qu'il avait pas ressorti ces sièges-là. Ah oui. Voilà, et c'était plein d'émotions. Kerry était notamment avec très ému, et puis on a eu la présence de l'épouse de Mohamed Ali, qui avait fait une émission avec lui et qui l'a justement invité sur son concert et qui a pris la parole. Donc Khalila qui est l'épouse de Mohamed Ali, le boxeur. Vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur notre page Facebook France Maghreb 2. Un petit live en direct du concert. Alors l'actualité aujourd'hui évidemment, le gros titre à la une, c'est le point final d'une semaine où tout a basculé. François Hollande renonce à briguer un deuxième mandat. Il ne sera pas candidat à sa réélection en 2017. Acte de courage, terrible aveu d'échec après le quinquennat le plus impopulaire de la Ve République. Dès lors se pose la question de l'après Manuel Valls. Va-t-il reprendre le flambeau ? Eh bien sachez d'abord que Manuel Valls vient d'annuler sa présence à un grand rassemblement qui était prévu demain. Alors, ceci peut-être explique cela. En tout cas, voici le zapping entièrement consacré à ce qui s'est passé hier soir aux alentours de 20h. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé ainsi qu'à la radio. Surtout hier soir aux alentours de 20h, le président de la République a pris la parole pour faire une annonce. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Depuis mai 2012, c'est-à-dire la date à partir de laquelle je suis devenu président de la République, j'ai agi avec les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls pour redresser la France et la rendre plus juste. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée. J'ai également voulu que notre modèle social puisse être conforté, parce que c'est notre bien commun. Je l'ai même élargi pour permettre à ces travailleurs qui avaient commencé très tôt leur vie professionnelle de partir plus précocement à la retraite. Et j'ai fait en sorte que à chacune et à chacun puisse être accordée une complémentaire santé. Dans ce contexte, j'ai aussi voulu placer la France au premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est à Paris, oui, à Paris, que l'accord historique a pu être signé et qui a engagé le monde entier. J'ai voulu aussi que l'école dispose des moyens indispensables, ceux-là même qui lui avaient été ôtés dans la période précédente. Parce que l'école, c'est le pilier de la République.
J'ai fait avancer les libertés. Le mariage a été ouvert à tous les couples. L'égalité entre les femmes et les hommes a été renforcée. Et la lutte contre les discriminations, celles qui blessent, a été amplifiée. J'ai également modernisé notre démocratie avec la réforme territoriale, celle dont on parlait régulièrement et qui n'était jamais faite, avec la fin du cumul des mandats et avec également la transparence que j'ai imposée à tous les élus, à commencer par moi-même, pour être dans l'exemplarité. Mais l'engagement majeur que j'avais pris devant vous, c'était de faire baisser le chômage. J'y ai consacré, avec les gouvernements, toute mon énergie. J'ai pris tous les risques. J'ai allégé les charges des entreprises, parce que c'est la condition pour qu'il y ait davantage d'emplois. J'ai également aidé les embauches. J'ai fait en sorte que la formation professionnelle puisse être une grande priorité. J'ai également soutenu l'innovation et l'industrie de demain. Et j'ai pris la responsabilité de réformer le marché du travail. Les résultats arrivent. Plus tard que je ne les avais annoncés, j'en conviens. Mais ils sont là. L'investissement, la consommation, la construction repartent. Et depuis le début de l'année, le chômage enfin diminue. Mais il reste à un niveau trop élevé et je mesure ce que cette situation peut avoir d'insupportable pour nos concitoyens qui vivent dans la précarité. Mes chers compatriotes, le monde, l'Europe, la France ont traversé pendant tout mon mandat des épreuves particulièrement graves. J'ai engagé nos forces armées au Mali, en Centrafrique, en Irak, en Syrie, pour défendre nos valeurs et pour combattre le terrorisme islamiste qui nous avait frappés et qui nous menace encore, frappés à Paris, à Saint-Denis, à Nice et dans tant d'autres lieux ensanglantés. Dans ces circonstances particulièrement éprouvantes, terribles même, j'ai voulu que soit maintenue la cohésion nationale, que nous puissions éviter les divisions, les surenchères, les stigmatisations et donc les amalgames. Mais en même temps, nous avons tenu bon et j'ai pris les mesures qui étaient nécessaires. Notre arsenal pénal a été durci, sans mettre en cause à aucun moment nos libertés. J'ai également procédé à des recrutements massifs dans nos armées, dans la gendarmerie, dans la police, parce que nous en avons besoin et qu'il y a encore beaucoup à faire. Sur les réfugiés, j'ai tenu à ce que la France puisse prendre sa part, parce que nous sommes la France, dans l'accueil de ceux qui fuyaient la guerre, et qu'en même temps, nous puissions toujours maîtriser nos frontières. Sur tous ces sujets, je n'ai qu'un seul regret, et je veux ici l'exprimer. C'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité, parce que je pensais qu'elle pouvait nous unir, alors qu'elle nous a divisés. Au niveau européen, j'ai agi en votre nom pour que l'austérité puisse être enfin terminée pour beaucoup de peuples. Et j'ai fait en sorte que la Grèce puisse rester dans la zone euro, parce que sinon elle aurait éclaté, cette zone euro, tellement elle était traversée de tensions et de crises. J'ai également régulé la finance, oui la finance et le système bancaire, parce que ce que j'avais trouvé en 2012 était source de tous les risques. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'assume devant vous, en revendiquant les avancées, en reconnaissant les retards, et même en admettant certaines erreurs, parce que je porte un bilan et j'en assume toute la responsabilité. Dans 5 mois, vous aurez, mes chers compatriotes, à faire un choix pour notre pays. La droite vient de désigner son candidat après une large consultation. Je respecte la personne, le parcours de François Fillon, mais j'estime que le projet qu'il porte met en cause notre modèle social et nos services publics sans aucun bénéfice, au contraire, pour notre économie et avec un risque d'aggravation des inégalités. Quant à l'extrême droite, elle nous appelle au repli, à la sortie de l'Europe et du monde, et elle prend comme référence ce qui vient de se produire aux États-Unis. Je vous le dis nettement, franchement, le plus grand danger, c'est le protectionnisme.
c'est l'enfermement. Et ce serait d'abord un désastre pour les travailleurs français. Or, comme président de la République, je tiens d'abord à ce que le travail en France puisse être soutenu et valorisé. Plus que quiconque, mes chers compatriotes, je mesure l'enjeu de la période qui s'ouvre. Comme président de la République, je dois diriger l'État. J'ai la responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier de nos institutions jusqu'au terme de mon mandat et dans un contexte où la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée. Comme socialiste, parce que c'est l'engagement de toute ma vie, je ne peux accepter, je ne peux me résoudre même à la dispersion de la gauche, à son éclatement, parce qu'elle priverait de tout espoir de l'emporter face au conservatisme et pire encore, face à l'extrémisme. Pour ma part, je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays. Le pays, depuis plus de 4 ans et demi, je l'ai servi avec sincérité, avec honnêteté. L'expérience m'a apporté l'humilité qui est indispensable à l'action publique. Et face aux épreuves, j'ai pu avoir une capacité inépuisable de résistance devant l'adversité. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé au début du mois de décembre, tel que je l'avais moi-même annoncé. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes qui doivent s'unir dans ces circonstances. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du pays. Je ne veux pas que la France soit exposée à des aventures qui seraient coûteuses et même dangereuses pour son unité, pour sa cohésion. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous jusque 18h30 en plein cœur de ce radioton qui a démarré à 15h sur France Maghreb 2 et qui va vous emmener pendant 3 jours pour eh bien ce mot espoir qui doit rimer avec les enfants palestiniens pour leur redonner de l'espoir, un sourire. On a besoin de vous, cette générosité eh bien qui n'est plus approuvée en tout cas en matière des auditeurs de France Maghreb 2. Vous avez pour ce faire plein de possibilités et 2 principales que sont le site internet www.secours avec un s-du-6 islamique.org pour évidemment faire grimper ce compteur qui grimpe d'ailleurs ce compteur depuis 15 heures et puis le numéro de téléphone à composer à retenir tout au long de ce week-end 01 60 14 14 14 01 60 14 14 14. Ce radioton plus que jamais nous avons besoin de vous avec aujourd'hui la baronne Bouchra qui est avec nous mais aussi Tarek Mami. Comment ça va Tarek? Comme un Parisien. De Paris à Tunis en 24 heures. Magnifique. C'est la vie aussi, hein, donc c'est la profession de journaliste. Très bien. Bonjour à Christophe, bonjour Bouchra, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, ça va, les affaires furent bonnes en Tunisie? Oui. La Tunisie a récolté beaucoup d'argent? J'ai un petit papier à vous lire. Ah, très bien. Eh bien, on va découvrir ça dans un instant, mais évidemment le gros titre à la une, vous vous en doutez bien. J'ai aussi un petit papier dessus. Ah oui. Sur le groupe. Vous avez combien de papiers en fait là? J'en ai 4. Et selon votre développement, j'en sors les 2 qu'il faut. Très bien. Mais sinon, pour ce qui est de la vie tranchée, Tarek, c'est quoi? C'est François Hollande s'en va et tourne avec lui une page de la classe politique de la 5e République. Ah, très bien. Alors, avant de parler de plus en détail de ce qui s'est passé hier soir, parce qu'il a quand même pris tout le monde de court, hein, pour le coup, Manuel Valls, qui devait participer demain à un grand rassemblement, Tarek, oui, vient d'annuler sa participation. Il a déjà parlé aujourd'hui d'une manière indirecte, donc. Il était annoncé, je crois. Oui, il a été annoncé et il a dit, je suis celui qui défendra le bilan de François Hollande. Donc, entre guillemets, faut comprendre.
qu'il y va, quoi. Bon, et lui, il va y aller. On va voir qui c'est qui va aller avec lui, hein, parce que je pense que bon, on parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il va y avoir une grosse déchirure au sein du Parti socialiste, parce que beaucoup diront que c'est lui, Monsieur 5%, ne peut pas lui s'improviser comme représentant des 100%. Alors, beaucoup qualifié et commenté cette information. Vous voulez qu'on y vaille? On commence direct? On va y aller direct. Cependant, juste avant de vous laisser pour votre avis tranché, des mots qu'on peut retenir, c'est le retrait, la capitulation, disent certains. On écoute. Quoi qu'il en soit, c'était un scénario inédit sur la 5e République. Un chef de l'État renonçant à se présenter avec cette phrase prononcée d'une voix blanche: aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Le plus impopulaire quand même des chefs d'État l'a dit hier soir à la télévision en direct de l'Élysée. 10 minutes à peine d'élocution pour aussi tirer les conséquences d'un quinquennat difficile dont il revendique pourtant le bilan. Un bilan, en l'écoutant, qui n'est pas si mauvais que ça. Allez, c'est parti pour les avis tranchés et donc le point de vue de Tarek Mami là-dessus. François. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avec Tarek Mami, on va évidemment parler de cet avis tranché, de cette actualité qui fait la une de la presse nationale mais aussi internationale. Tarek. François Hollande s'en va et tourne avec lui une page de la classe politique de la 5e République, vieille d'une trentaine d'années, avec Sarkozy et Juppé. Le président de la République sortant, François Hollande, a déclaré hier à 20h, à la surprise générale, qu'il ne sera pas candidat à sa réélection. François Hollande ne participera pas donc ni aux élections primaires de la gauche, c'est-à-dire les primaires du seul parti socialiste, ni aux élections présidentielles d'avril et de mai 2017. Cette décision politique constitue une première dans les annales de la politique française, en tout cas d'une manière certaine dans l'histoire de la 5e République, instituée par le général de Gaulle en 58, en pleine guerre d'Algérie. Déroulons les pages électorales de cette 5e République. Élu pour la première fois au suffrage universel direct comme de nos jours, le premier président de la 5e République, le général de Gaulle, élu en 62, pour un mandat de 7 ans, ne terminera pas son mandat. Il démissionne et quitte le pouvoir après le rejet de son référendum sur la régionalisation. Le second président, Georges Pompidou, décède au milieu de son mandat. Le troisième président, Valéry Giscard d'Estaing, élu en 74, se représente en 1981. Il sera battu par celui qui va devenir le quatrième président, François Mitterrand. Ce dernier se représente et gagne un second mandat. Il sera alors le seul à avoir gouverné pendant 7 ans, 2 fois 7 ans, gagné 2 élections et resté au pouvoir pendant 14 ans. Le 5e président sera Jacques Chirac. Il se représente et gagne un second mandat. Le mandat de 7 ans se transforme pendant son mandat, en 7 ans au septennat, va se transformer pendant son mandat en 5 ans au quinquennat. Le président Chirac restera au pouvoir pendant 12 ans. Le 6e président, Nicolas Sarkozy, se représente pour un second mandat. Il sera battu par François Hollande, qui sera, lui, le 7e président de la 5e République. À ce stade, la 5e République retiendra dans les annales la marque de 2 présidents, tous 2 socialistes, les 2 François. Le premier, François Mitterrand, pour avoir effectué 2 mandats et 14 ans, et le second, François Hollande, qui renonce à se présenter à un second mandat. François Hollande présente cette décision de ne pas se représenter comme une décision lucide. Les commentateurs se divisent en 2 tendances. La première insiste sur le fait que cette décision consacre l'échec de son mandat. La seconde développe l'idée que le président sortant tire les conséquences de son manque de popularité, du rejet de sa personne par les Français, de sa bonne lecture aujourd'hui actuelle de la situation globale en France et dans le monde, et ce après le Brexit ou la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, de l'élection de Trump, de l'éruption de la Russie
de Poutine sur la scène du Moyen-Orient et du monde, de l'expulsion des champs politiques français, de son alter ego Nicolas Sarkozy et des meilleurs d'entre eux, Alain Juppé. Nous pouvons, nous, ici à France Maghreb 2, y ajouter qu'il s'agit d'une décision politique courageuse, car elle se distingue de la pratique de la politique française, qui est d'être professionnel de la politique et de renouveler les mandats et en tout cas sa présentation aux différents mandats jusqu'à ce que l'âge devienne un obstacle ou que les électeurs finissent par dire stop. François Hollande s'est épargné ces deux écueils, l'âge et le stop des électeurs. Il sera toujours, pour tous, temps de faire le bilan de ce quinquennat, qui sera sans doute un quinquennat de transition, avec celui qui va débuter en mai 2017, avant le grand nettoyage de la quasi-totalité de la classe politique, qui truste à des degrés divers le champ politique et médiatique depuis 30 ans, ce grand nettoyage qui aura lieu, à notre sens, en 2022, c'est-à-dire lors de la suivante des élections présidentielles. Ma chère Bouchra, est-ce que quel est ton commentaire après ce papier, j'allais dire, qui relate un petit peu toute l'histoire de la 5e République et des présidents? Et c'est vrai que ceux qui en sortent, on va dire, qui se distinguent, ce sont ces fameux de François, et Tarek Mami a expliqué ce pourquoi. François Hollande qui renonce, donc c'est une première dans la 5e République. Est-ce pour toi un acte courageux? Un acte courageux, oui, parce que de toute façon, avec tout ce qu'il a pu, il n'a pas apporté grand-chose, donc du coup, je pense qu'il ne peut que se retirer et ne pas se représenter. Alors pas porter grand-chose, oui et non, parce que ça j'interviendrai après Bouchra, parce que mais parce que le bilan, en fait, j'ai l'impression et globalement positif, on le verra tout à l'heure. Pas positif, oui, globalement. C'est pour ça que j'ai pas généralisé, mais c'est vrai que c'est courageux de sa part. Moi, je trouve ça courageux de sa part justement de pas se représenter, voilà, parce que c'est vrai que donc déjà Sarkozy a été éliminé. Et puis il aurait pu justement, mais quand même se retirer. Enfin moi je ne m'y attendais pas. Hein. Je pensais vraiment qu'il allait se représenter. Mais voilà, mais je trouve ça courageux de sa part. Il y a une expression en maghrébin et surtout en tunisien qui dit ce monsieur femme qadrou. Donc ce monsieur a compris ses limites et on tire les conséquences. Voilà. Donc ça sert à rien d'aller quand tu es en division, comme Christophe toujours on parle foot, quand tu es en division 1 aujourd'hui, quand tu es en division 5 et que tu vas jouer contre le champion de France, à certains moments tu te dis bon je laisse passer mon tour quoi. Ouais. Alors sur son bilan, tout le monde commentera, nous commenterons surtout son bilan et vous le verrez, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, après l'élection des présidents prochains, quel que soit le président qui sera élu, et nous retiendrons au moins 2 ou 3 choses qui vont rester dans l'histoire. Pour le lobby donc homosexuel, ce mariage pour tous qui rentre aujourd'hui dans les traditions, et donc dans 20 ans, tout le monde dira que c'est Hollande. Vous avez le cumul des mandats qui va s'arrêter et donc qui va envoyer une nouvelle classe sociale. Et vous avez une phrase dont j'ai pas voulu parler dans le papier, mais qui va faire débat plus tard. C'est le regret de Hollande sur sa décision d'aller à la déchéance. Dire aujourd'hui qu'il la regrette, c'est aussi un acte courageux, parce que les hommes politiques, une fois qu'ils ont pris des décisions ou des initiatives, jusqu'à la fin de leur vie, ils ne regrettent jamais rien. Et donc le fait qu'ils regrettent d'avoir pris ce mauvais pli, c'est aussi pour moi un acte courageux. Oui. Je connais le président Hollande, j'allais dire personnellement, je l'ai connu quand il était parti, je l'ai connu en sa qualité de président. Je ne mélange pas, je veux dire, l'affection ou les rapports humains que les uns doivent avoir avec les autres. Il faut rester lucide sur le bilan politique. Donc le bilan politique aujourd'hui est, pour la majorité des Français, globalement négatif. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. Et surtout, vous avez aujourd'hui les Français à 85% qui apprécient cette décision, alors qu'ils ne sont qu'à 4% à l'aimer. Vous allez voir qu'il y a un renversement. Dernier mot peut-être, pour ceux qui adorent les sondages, allez voir les sondages de Chirac quand il était président. Allez voir les sondages de Chirac aujourd'hui. Alors en tout cas, lui, il a tiré son bilan hier soir, évidemment, à la télé. Sur les comptes publics, d'abord, il s'approche des critères européens, à l'exception notable de la dette. Il a pris à 5,5 et il se retrouve aujourd'hui à 3,3. Donc il a fait un effort extraordinaire.
Et sur la lutte développement climatique avec l'accord de Paris aussi, il a insisté sur la politique économique et notamment sur la réduction des charges des entreprises et sur la réforme du marché du travail avec la loi El Khomri. Le président assume, malgré la révolte de la gauche du PS et de nombreuses manifestations, sans le regret donc avoué, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a aussi déchiré sa majorité, on s'en rappelle. Oui, tout à fait. Moi, la déchéance de nationalité. J'ai un regret sur ce quinquennat. Et je le dis maintenant parce que tout est fait. Si j'avais été conseiller de président de la République, le jour de la sortie de Montebourg et de M. Hamon, et avant la nomination de M. Valls, moi j'aurais proposé au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui aurait pu faire des choses, je l'ai écrit d'ailleurs à l'époque, ce qui aurait permis deux choses. La première, la droite gagne les élections. Et donc, ça casse toute la dynamique de la droite qui arrive aujourd'hui. Et la deuxième, ça permet au président Hollande de négocier des choses et de dire aujourd'hui, vous avez vu, je n'ai eu qu'un mandat de 2 ans et demi, et c'est ça, c'est la politique politicienne. La droite a gouverné avec moi pendant 2 ans et demi, donc aujourd'hui, nous sommes à égalité. Ayant fait le choix de rester 5 ans, il a tout perdu. Il a en fait rien fait comme les autres finalement, François Hollande. C'est un homme normal. Voilà. Oui, alors pour ce qui est du chômage, eh bien là aussi, il revendique des résultats bien que tardifs. Alors c'est en dents de scie, c'est-à-dire qu'il a créé plus de chômeurs. Et il a commencé à diminuer le nombre de chômeurs d'une manière tardive, et la machine de diminution du chômage va rentrer maintenant à plein pied. Et donc vous allez voir que par exemple en juin 2016, c'est-à-dire un mois après qu'il sorte de l'Élysée, vous allez pouvoir comparer les chiffres et voir qu'effectivement que les chiffres de chômage aura beaucoup descendu. Et bien sûr le nouveau président dira tout de suite c'est grâce à moi. Alors c'est vrai qu'il avait conditionné en tout cas une candidature à l'élection par la baisse du chômage. Baisse du chômage, il y a eu, j'allais dire, sur ces quelques derniers mois, mais sur le quinquennat, c'est 100 000 chômeurs de plus, quand même. Tout à fait, voilà. Donc voilà. Tout à fait. Alors, il y a eu aussi ces affaires, vous vous en souvenez évidemment, Leonarda, en passant par l'exposition de sa vie privée aussi, sur les réseaux sociaux et dans la presse People, jusqu'au livre de confidence, qui a contribué à définitivement sceller son sort, peut-être. L'erreur de Hollande pour moi, c'est que Hollande, citoyen français, Hollande, premier secrétaire des partis socialistes, et Hollande, président de la République, ont été la même personne. Or, en général, quand on accède à ces fonctions, on devient plus dur et on donne les ordres et on change pas, on cherche pas à être sympa. Moi, je vous dis, dans chaque voyage à l'étranger, il appelle tel ou tel journaliste, dont moi-même, pour parler pendant 2 minutes avec toute une sécurité qui a angoissé elle, parce qu'il n'avance pas. Donc, il a ce côté, il veut plaire à tout le monde, il veut toujours un mot gentil à tout le monde, et quand on fait de la politique, malheureusement, ça ne marche pas toujours. En tout cas, il n'aura jamais réussi à se défaire de cette image, de cette impopularité record, quand même, pour un président de la 5e République. Et peut-être, je me posais la question, je vous pose aussi la question, Bouchra, Tarek, est-ce que c'est plus physique, finalement, vis-à-vis du président, que aujourd'hui ce rejet se fait sentir, que peut-être sur les quelques résultats positifs, parce qu'il y en a quand même, qu'il y a eu au cours de ce quinquennat. Moi, j'ai une analyse un peu particulière peut-être sur le rejet de Hollande par les Français et le rejet de Sarkozy. Sarkozy, c'était devenu sa personne que les gens ne veulent plus voir en peinture maintenant. Et preuve en a été donnée récemment. Non, mais voilà, donc bon, les gens ont un problème personnel avec Hollande et avec Sarkozy. Moi, j'ai couvert toute la la campagne électorale de 2012. Et à part les fans, les 200 000 ou 500 000 personnes qui mourraient demain pour Sarko, tous les autres, il exagère, il en fait trop, il dit ce qu'il veut, machin truc. Donc c'est la personne. Aujourd'hui, t'as l'impression, moi quand je parle aux gens de Hollande, il dit il est sympa, on n'a rien à dire de ce côté-là. Mais bon, on nous a promis des choses qu'on n'a pas. Donc c'est plus peut-être le ressenti de la non-réussite politique et économique de ce qu'il a promis. Et d'ailleurs, il a essayé de rattraper hier, même si c'était pas heureux, quand il a dit je me suis battu contre la finance dans une phrase très courte. Mais bon, il n'a pas trop insisté non plus. Peut-être ce qui manquait à son discours, cher Christophe, pour donner du panache, c'est de dire cette phrase. Je vous ai dit en 2012 que je me représente si la situation économique est meilleure et s'il y a moins de chômage. Je constate qu'il n'y a pas cela et donc je me représente pas. En réalité, d'après ce que j'ai cru comprendre dans la presse ce matin et les fuites et les coulisses, quelques personnes seulement étaient au courant
On sait même pas si Valls le cercle rapproché. le très très rapproché, et c'est lui-même qui a écrit son texte. Donc dans ce texte, personne n'a osé de lui dire, ne l'a lu d'abord et n'a osé de lui dire. Faut dire, j'ai pris une promesse, j'ai pas pu la faire, je me retire. Alors, chers amis auditeurs, évidemment, vous êtes invités à commenter cette annonce, puisqu'il a pris tout le monde de court pour le coup. François Hollande hier soir. Même le maire de Tulle, qui était très proche de lui, il a dit ce matin qu'il a écouté le discours du président, comme tout le monde, hier soir à 20h. 01 40 33 9000 pour intervenir. Et par rapport au Radioton, je précise que le compteur monte. On est à 3058 €. De quel compteur s'agit-il? Du compteur du Radioton, mon cher ami Tarek. Comment ça marche? Il faut aller sur le www.secours avec un s-du6 islamique.org ou appeler pour donner, participer, apporter de l'espoir aux enfants palestiniens à l'occasion de cette opération du Radioton jusque dimanche soir. 01 60 14 14 14. À 15h, nous étions à 0. Nous sommes à 3058 €. Bravo pour les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2 et tous les autres qui, par téléphone arabe ou téléphone électronique, ont appris et commencent à donner. Exactement. Et on continue. Et on va en parler d'ailleurs, faire un nouveau point dans quelques minutes avec le directeur exécutif du Secours Islamique qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Bouchra, dans un instant aussi, on va t'écouter pour ton avis tranché. On va accueillir un auditeur rapidement avant la pub. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Je m'appelle Samir. Bonjour Samir, vous nous appelez d'où Samir? De Saint-Ouen. Saint-Ouen. Bon, j'espère que vous allez participer au Radioton, Samir. Oui, je vais tenter. Dites-nous pas oui, il faut le faire. Oui, y aller. Voilà. Un oui affirmatif et c'est pas tenté. C'est sans désengagement. Faut y aller là. Pour donner 10 €, 20 €, 50 € pour ces jeunes Palestiniens, chacun selon ses moyens. Et en tout cas, le geste de solidarité est très important. Surtout aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe dans ce pays du monde, qui a disparu de la presse, puisqu'aujourd'hui c'est Alep, c'est Mossoul, c'est Irak, c'est Trump. Merci. C'est tout sauf la Palestine. Alors Samir, on vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Justement, je voulais parler de politique étrangère. Je suis un peu d'accord avec Tarek Mami. Alors je sais que Tarek Mami, il a un côté officiel qui l'empêche en fait de parler peut-être aussi vrai qu'il le voudrait. Mais voilà, nous on est auditeurs, donc on a un peu plus d'engagement personnel quand on parle. Moi je veux dire qu'Hollande, bon débarras quoi, quelque part. Bon débarras, moi il me manquera pas. Et concernant en fait, je me rappellerai de 2014, on parle de la Palestine. Oui. Où il avait appelé en fait à de la retenue. Oui. C'était sa formule, de la retenue avec Netanyahou. Oui. Je veux dire, appeler à de la retenue quand 2000 Palestiniens sont en train de se faire écrabouiller par des bombes au phosphore blanc, c'est toute l'ambiguïté d'Hollande, parce que autant Sarkozy. Et pourtant les rapports étaient pas bons avec Netanyahou, hein. Autant Sarkozy était décomplexé, et affirmé en fait d'emblée comme ça. Ce qu'il était, moi je trouve que Hollande est quelqu'un de fourbe, de sournois et qui fait ses coups en douce. Alors il y a ça, et j'oublie, pour terminer parce que faut être court, j'oublie pas que la France a été en chef de file pour aller en Syrie, et que Hollande voulait faire en Syrie ce que Sarkozy a fait en Libye. Exact. Donc ils s'imaginaient qu'ils allaient déstabiliser la Syrie en quelques semaines comme l'a fait Sarkozy en Libye. Donc ils voulaient avoir sa petite victoire. Mais on a été en tête de file et on connaît le fiasco de la Syrie et on a une large part de responsabilité avec des attentats en retour. Moi je le dis, des attentats en retour. Donc il a une large responsabilité. Il porte en lui une lourde responsabilité dans ce qui est devenu ce pays en 5 ans. Voilà. Cher Samy, je partage la quasi-totalité de ce que vous développez. Effectivement, moi je suis directeur d'une radio, je suis en rapport avec ces gens, donc il y a des choses, le sentiment personnel peut rester à l'extérieur, mais je suis d'accord dans l'ensemble ce que vous avez dit, sauf cette idée de attentats en retour de l'intervention en Syrie. Ça c'est un débat politique très large. Juste finir. Non, c'est les conséquences peut-être. Oui, les conséquences. Je vous en prie. Monsieur Mami, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Alors, vous savez, quand Aznar, en 2004, a conduit, en fait, a emmené l'Espagne suivre Bush, quand le peuple espagnol n'était pas d'accord, il a, à un moment donné, mis Zapatero et a demandé à Zapatero de désengager l'Espagne du conflit irakien. Ils ont eu un seul attentat en 2004. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 10 ans, aucun attentat. Aucun attentat. Donc, je veux dire, notre politique étrangère a quand même une incidence
sur ce qui peut Non, se mais passer c'est clair. ici chez nous. C'est clair, c'est évident. Sauf qu'aucun État Ouais. ne peut prendre des décisions de politique extérieure en conséquence de cela. Sinon, ça serait trop simple. Les groupes terroristes iraient frapper pour qu'il n'y ait plus rien. Et aujourd'hui, les groupes terroristes que nous dénonçons ici n'ont pas été frappés en Israël pour qu'Israël arrête ce que vous avez dit au début de votre déclaration. Donc, moi, je suis prudent sur ce côté-là. Oui, mais Tarek, quand on est présent dans 7 conflits dans le monde, au bout d'un moment, il faut s'attendre à des conséquences, c'est automatique. Bah, les Américains, ils sont dans une dizaine, et puis de temps en temps, il y a quelque chose, mais ça va pas leur. En tout cas, merci, cher Samir. Merci beaucoup. Le compteur monte, mon cher Tarek, 3500 euros. Non, 3500 euros ou à peine? 3500 euros, d'accord. Ouais, okay. Euros. Oui, on est en euros, on est pas en dollars, hein. Non, c'est pas ça. Je pensais que les gens qui appelaient le nombre de personnes. Ah non, 3500 euros. Après, le nombre de personnes, on sait pas. Après, chacun donne ce qu'il peut, évidemment. Et dans un instant, nous serons avec le directeur exécutif du Secours Islamique pour faire le point justement sur cette opération. Radioton jusque dimanche soir. www.secours avec un s-du-6 islamique.org. Alors, la dernière fois, je crois qu'on avait fait avec le Secours Islamique quelque chose comme 17 000 euros en un week-end. Bah, j'espère qu'on va battre ce record. On va battre ce record, mais oui, on va le battre. On va le battre, c'est sûr. Dans un instant, on va retrouver aussi la vie tranchée de Bouchra la Baronne et on continue évidemment avec vous de parler de cette grande annonce, François Hollande qui ne briguera pas un deuxième mandat. Le grand forum sur France Maghreb 2 et sur Radioton tout au long de ce week-end, jusque dimanche soir. Espoir doit être au rendez-vous et grâce à vous, bien entendu, votre générosité qui doit se manifester tout au long de ce week-end pour venir en aide et apporter justement de l'espoir, un sourire aux enfants palestiniens qui en ont ô combien besoin. Et grâce à vous et à ce compteur qui grimpe de minute en minute avec le Secours Islamique tout au long de ce week-end. Nous allons d'ailleurs en reparler dans quelques instants avec le directeur exécutif. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter l'avis tranché de Madame la Baronne Bouchra. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de cette fameuse campagne qui a été inaugurée il y a quelques semaines sur le cybersexisme. Donc le cybersexisme, tout le monde connaît parce que maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde est un petit peu de partout. Et ce que je vais dire là, ça s'adresse aussi aux jeunes, mais ça s'adresse aussi aux adultes parce que je vois plein de choses là qui m'irrissent un petit peu sur les réseaux sociaux, et notamment en tant que community manager. Voilà, je trouve que c'est important de pouvoir vous en parler. Donc, qu'est-ce que le cybersexisme? Donc, Internet, c'est formidable, mais quand des photos de moi sont prises dans les vestiaires sans que je ne sache et sont diffusées à toute ta classe avec des commentaires insultants, ça, c'est du cybersexisme. Quand ton ex met en ligne sans ton accord des photos ou vidéos intimes de toi ou menace de le faire, ça, c'est du cybersexisme. Quand tu reçois des messages à caractère sexuel qui te mettent mal à l'aise après avoir posté un selfie, par exemple, ça, c'est du cybersexisme. Le cybersexisme, c'est des actes, des commentaires, des messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s'habiller, l'apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel. Ce sont des violences sexistes ou sexuelles qui visent principalement les filles, mais aussi les garçons. Et pourquoi c'est grave? Les conséquences du cybersexisme sont bien réelles. On peut se sentir coupable de ce qui nous arrive et c'est très grave. On peut avoir honte alors qu'on n'a rien demandé. On peut avoir peur de revenir en cours ou de sortir. On peut se sentir triste, blessé et isolé. On peut éprouver de la colère. Et puis sachez que la loi punit le cybersexisme. La loi protège aussi contre les publications de propos insultants ou injurieux, les menaces de violence, le piratage de comptes, etc. Donc il existe aussi des numéros pour pouvoir agir. Donc retenez bien ce numéro. Il y a le numéro qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un numéro gratuit, un numéro d'appel d'aide aux victimes qui est le 3020. Donc voilà, n'hésitez pas à le transmettre. Et donc il y a une autre association aussi qui s'appelle e-enfance. Donc c'est Net Écoute et c'est un numéro anonyme et gratuit. Donc qui est un petit peu plus difficile à retenir donc peut-être pour vous, mais qui est le 0800 200 000. Et juste, je voulais finir par des chiffres qui sont quand même alarmants. Sachez que 3 filles et 2 garçons par classe sont victimes de cybersexisme. 20% des filles et 13% des garçons rapportent avoir été insultés en ligne sur leur propre apparence physique, c'est-à-dire sur le poids, la taille et toute autre particularité physique. Et 17% de filles et 11% de garçons déclarent avoir été confrontés à des cyberviolences et à caractère sexuel par les biais de photos, vidéos ou textos envoyés sous contrainte et diffusés sans l'accord ou
ou reçu sans en avoir donné son accord. Donc c'est quand même ce qu'on appelle une atteinte à la vie privée. Et donc il existe des articles et donc bien sûr la loi punit donc avec des années d'emprisonnement et des grosses amendes. Donc faites attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous diffusez. Demandez l'avis de la personne concernée. Voilà, vous pouvez énormément vous protéger. Donc faites attention et protégez aussi les autres. Voilà. Merci Bouchra pour ce rappel bien utile en tout cas. C'est vrai que les utilisations des réseaux sociaux interrogent. Voilà. On va passer tout de suite, si vous le voulez bien, à notre invité et on va faire ainsi le point sur notre radioton. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Et c'est avec le directeur exécutif du Secours Islamique que nous sommes en ligne aujourd'hui. Maheddine Khaledi, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue. À vos auditeurs aussi. Bienvenue sur France Maghreb 2. On a ouvert donc ce radioton tout à l'heure à 15h avec le président fondateur monsieur Rachid Lahlo tout à l'heure du Secours Islamique France et depuis 15h ce compteur qui ne cesse de grimper pour apporter de l'espoir, un sourire et cette mobilisation autour de l'enfance palestinien, cher ami Maheddine. Oui. Parce que c'était important pour nous d'axer notre campagne d'aujourd'hui sur l'enfance en Palestine, parce que c'est lié à nos programmes sur le terrain. Le Secours Islamique dispose donc de 2 bureaux, là en Cisjordanie avec des bases dans d'autres villes, plus à Gaza. Et donc, et en fait, on a orienté notre stratégie dans ce pays depuis quelques temps maintenant, vraiment sur l'enfance, sur 2 niveaux, un niveau opérationnel, donc l'aide directe, et puis aussi au niveau plaidoyer. Donc, comment porter leurs enfants, comment sensibiliser les gens sur la problématique de l'enfance en Palestine. Il est peut-être utile, Maheddine, pour rappeler aux auditeurs et auditrices ce pourquoi on les appelle à se manifester pour les enfants palestiniens. Concrètement, pour quel type de projet? Oui, parce que en Palestine, l'enfant est confronté à une réalité, la réalité de terrain, c'est la violence donc de l'occupation, plus les problèmes sociaux génèrent une problématique. Donc c'est pour ça que nous soutenons plusieurs initiatives en Cisjordanie avec des associations palestiniennes qui travaillent directement dans des centres pour accueillir les enfants, que ce soit les enfants maltraités ou les enfants victimes de traumatismes psychosociaux ou quelque chose comme ça. En plus de ça, nous avons un grand projet qui est le parrainage des orphelins, qui est orienté donc vers les orphelins qui vivent avec en général avec leur maman ou avec des grands-parents, surtout beaucoup de fratries. Donc nous prenons en charge aussi ces familles. Et puis nos programmes aussi destinés à certaines écoles aussi d'aide donc pour cela. Et c'est pour ça qu'en voyant cela, on a vu qu'effectivement le Secours Islamique se devait d'orienter au moins ce message pour sensibiliser nos donateurs, parce que ces projets-là, ils sont financés sur fonds propres du Secours Islamique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds institutionnels qui nous arrivent pour aider ces familles. Et donc c'est des donateurs du Secours Islamique, vos auditeurs en particulier, qui nous aident à mettre en œuvre ces programmes. Des auditeurs, Tarek Pami, vous n'êtes pas là pour me contredire, qui répondent à chaque fois présents lorsqu'on les invite à se mobiliser pour des nobles causes comme celle-ci. Bien sûr, en partenariat avec le Secours Islamique pour ce radioton tout au long de ce week-end. Je le disais tout à l'heure, on était à 3500, le compteur, on va aller faire un petit tour dans un instant, on grimpe de minute en minute. Pourquoi, Maheddine, monsieur le directeur exécutif du Secours Islamique, pourquoi les auditeurs doivent appeler en masse le 01 60 14 14 14 et ainsi faire chauffer la carte bleue, mais pour la bonne cause? Pourquoi doivent-ils aller sur le www.secours avec un s-du-6 islamique.org? Monsieur Maheddine, à vous de nous dire pourquoi. Oui, parce que nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de vous, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maghreb. France Maghreb 2, Maheddine. Équiper des structures d'accueil pour protéger les enfants, les jardins d'enfants, on a l'équipement de certains orphelinats,
l'espace pour enfants. Parce que des fois, des choses sont simples. Il suffit juste de trouver un espace pour des enfants, juste pour qu'ils jouent. Pour qu'ils trouvent au moins un espace de jeu. Pour que le petit Hani que nous aidons nous dit, voilà, j'ai un hobby, je veux faire des dessins, je veux faire ça. Ben, au moins, qu'il trouve cet espace-là. Donc, un espace d'accueil. Et c'est pas évident. Nous, c'est évident. En France, on a des crèches, on rentre dans les maternelles, on voit qu'ils sont bien équipés. Les enfants, quand ils rentrent dans des écoles, on sent qu'ils sont dans une école, parce que les enfants ont besoin d'aller à l'école. Il faut qu'ils aillent à l'école. Il y a quelques années, nous avions démarré un projet à Gaza. C'est de donner de lait vitaminé et avec des biscuits. Pourquoi? Pour que les enfants viennent à l'école. Nous l'avons fait pendant plusieurs années. C'est surtout attirer l'enfant vers l'école. Et l'enfant en général est très content de sortir de chez lui et d'aller à l'école parce qu'il n'a pas d'autre espace. À Gaza, vous savez très bien que nous sommes sur une prison ouverte. En Cisjordanie, il faut savoir que le niveau social a baissé depuis les dernières années, donc énormément de problèmes sociaux aussi au niveau des populations palestiniennes. Et donc c'est pas évident. Et donc l'enfance, au moins lorsqu'il sort de chez lui, il va dans un centre d'accueil soutenu par le Secours islamique et donc de facto par vous, donateurs du Secours islamique, et bien vous pouvez apporter quelque chose, au moins qu'il se retrouve un certain équilibre, j'ai envie de dire, et un certain cet équilibre qui va lui permettre au moins d'aller vers l'avant et de continuer à avoir des rêves. Parce que l'enfant, si vous enlevez le rêve à l'enfant, qu'est-ce qui va lui rester? Et ce rêve-là qu'on essaie de lui donner ensemble, avec vous, donateurs du Secours islamique. Mais Hedin, c'est France Maghreb 2 la radio, hein. Voilà, non, c'est très important. Pour la petite précision et pour le reste, on le disait tout à l'heure, il est important que les gens se mobilisent parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ces images d'horreur qu'on peut voir donc maintenant, parce qu'à l'époque on pouvait dire ça se voyait pas, tout ça on le voyait pas, on le savait pas. Maintenant on le voit, tout se sait en direct. J'allais dire, on est en connexion en permanence avec le monde aujourd'hui. Moi j'ai envie de dire une phrase que je dis souvent, c'est que notre vie est le rêve de millions d'autres personnes et le rêve de plein d'enfants dans ce monde. Et voilà, on a l'impression, on se plaint tout le temps, tous les jours, mais on se rend pas compte de la chance qu'on a et que la chance aussi que ont nos enfants de vivre sur un territoire, voilà, quand même assez sécurisé. Et on a aussi donc ce fait de dire voilà, je ne sais pas quoi faire pour aider les Palestiniens, je ne sais pas comment m'y prendre, etc. Et bien là aujourd'hui c'est concret. Voilà, c'est de l'action. Oui, voilà. Donc là par exemple, là on réhabilite on équipe un orphelinat. Le coût de cette opération nous coûtait 4 700 €. Ben, on demande par exemple à ce que ce radioton au moins couvre cette première partie du radioton va couvrir cet orphelinat. C'est presque fait. Presque fait. Nous allons équiper aussi un jardin d'enfants, donc 9 600 €. Voilà, c'est des choses concrètes comme ça. Et on pourra le faire ensemble avec les auditeurs de Radio Maghreb 2. Donc, France Maghreb 2, ça rentre pas. Voilà, France. Un équipement d'un orphelinat à 4 700 €. Et on est à 3 718. Un jardin d'enfants réhabilité plus l'équipement 9 600 €. Donc voilà, ça c'est des choses concrètes et on peut le faire ensemble. C'est pas des grands chiffres, mais allez, on va dire combien 100 personnes qui donnent 47 €, ben on a pu équiper les orphelinats. C'est cette partie-là, et Dieu merci, c'est-à-dire les donateurs du Secours islamique, nous ont toujours suivis dans cette partie du monde parce qu'on est très présents. Et d'ailleurs, le Secours islamique, par ces projets-là aussi, est pas plaidoyer, parce que nous sommes membres d'un collectif AIDA. AIDA, c'est un collectif qui regroupe les 80 grandes ONG internationales qui travaillent dans le territoire palestinien. Donc, on va utiliser le mot le territoire palestinien occupé, et au singulier, parce que c'est un seul territoire entre Gaza et la Cisjordanie. Et ça, c'est un plaidoyer que nous avons fait auprès de la plateforme AIDA. Et avec AIDA, on travaille sur ce positionnement commun pour l'enfance ou pour d'autres problématiques beaucoup plus complexes, au niveau technique, par exemple pour les expatriés.
parce qu'on a besoin d'expatriés pour travailler sur place. Voilà, donc des choses des fois très simples, à 4 700 €, est-ce qu'on peut rendre le sourire à des enfants. On est à 3 718 €. 3 718 Eh ben, €. vous allez atteindre avant 20 h des 4 600 €. Non, on réhabilitera, on équipera cette orphelinat. Allez. Ce que je vous propose, Mahaddine, c'est d'abord mémoriser France Maghreb 2, ça sera plus simple pour les éditeurs. Oui. France Maghreb 2. Voilà. Merci, Christophe. Non, c'est Tarek, là. Tarek Mami. Vous savez, j'ai fait une opération médicale, donc ça, j'ai pas pu me déplacer chez vous. Non, Donc, je suis un peu, voilà. Non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas toutes mes facultés, Non, mais... Christophe. Vous m'excusez, hein. Mais pour les auditeurs, on fait beaucoup. Raccrochez-vous à la branche. Voilà. Et pour les auditeurs de France Maghreb. Ouais, bon. C'est vrai, hein, mais après, les branches, elles sont solides quand même, ne vous inquiétez pas. Voilà, alhamdoulilah. Pour les auditeurs de France Maghreb 2, on va faire une pédagogie un peu spéciale. Donc, on va la monter, accélérer pour atteindre les 4 700 € pour l'orphelinat. Ouais. Et une fois que c'est terminé, donc dès qu'on va attaquer les 4 800, on va rappeler ici à la radio et vous dans votre communication que l'orphelinat est déjà financé et qu'on passe à un deuxième projet. Et je pense que c'est comme ça que les auditeurs de France Maghreb se sont... Absolument. Et on fera le jardin d'enfants. Voilà. On attaque donc les 9 600 dès qu'on a terminé les 4 700. Pourquoi? Parce que 700 € pour l'orphelinat, on fera le jardin d'enfants à 9 600 €. Oui, parce que les gens veulent en être. Et quelqu'un peut avoir donné 40 € pour donc la première opération et rajouter 10 pour la deuxième. Absolument. Parce que vous avez l'émulation psychologique qui veut que les gens qui aiment, qui défendent cette question palestinienne en toute objectivité, rajouteront, parce que pour eux, c'est des choses concrètes que les secours islamiques réalisent, et ils disent, on a fait ça, on passe à autre chose. C'est mieux que quand quelqu'un dit, je donne 100 € et puis on verra bien ce que le secours islamique va faire. Donc on va continuer, cher Christophe, cher Mahaddine, ce téléthon conclu dans Radioton. Radioton. Téléthon, c'est ce soir sur France 2. Non, mais Téléthon, parce que dans la tête de France Maghreb 2, France Maghreb TV 2, donc arrivera un jour, donc il y a toujours... Ah oui. On réfléchit. Je te souhaite, c'est une télévision, à ce moment-là. Voilà. Donc, mais là, il faut des pépettes, pour la télévision, ça coûte cher. On fera le Téléthon Radioton et on aura de quoi faire. En tout cas, la question... Mais voilà, n'oubliez pas, surtout, chers auditeurs, voilà, ces projets-là. Et on rappelle... Et le secours islamique travaille... En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous essayons de mettre en œuvre de manière, j'ai envie de dire, bien étudiée, bien analysée. On vient pas pour distribuer des colis et partir. C'est pas ça l'idée. L'idée aussi de rester sur place et d'avoir des projets impactants sur la population. Suivi, c'est important. Voilà. Je termine en ce qui me concerne, si vous permettez, Christophe et c'est Mahaddine. Pour les auditeurs qui passent, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs en France qui zappent dans la voiture de temps en temps, qui peuvent tomber sur des radios. Ils restent chez nous, oui. Non, mais qui zappent parce qu'ils écoutent différentes radios, ils découvrent de nouvelles radios. Et pour ceux-là, donc le message spécial, c'est que quand ils écoutent sur France Maghreb 2, donc un radioton pour la Palestine pour nous est une cause humanitaire globale. Il ne s'agit pas de cause ni religieuse, ni ethnique, ni quoi que ce soit. C'est de l'injustice, d'autant plus que le secours islamique fait ce travail ici et fait le travail dans des pays dans lesquels il n'y a pas de musulmans. Et donc c'est cette dimension de donateur universel qui est importante dans cette opération. Exactement. Alors concrètement, comment faut faire pour... L'année dernière, lorsqu'on avait distribué pendant le Ramadan, même dans les églises, etc., on avait travaillé aussi dans les églises pour aider pendant les bombardements de Gaza de 2014. Voilà, donc ça pour nous c'est évident. C'est évident que l'impartialité et l'universalité du don est quelque chose de fondamental dans les valeurs et les principes au secours islamique. On va être... Nous partageons avec la quasi-totalité de donateurs. Oui, alors Simaheddine, on va être tout à fait concret. Donc l'orphelinat, il est presque financé, on va dire, pour la réhabilitation, avec donc la possibilité, mesdames, messieurs, vous qui nous écoutez, vous qui rentrez peut-être du travail, vous vous dites tiens, en commençant le week-end par un bon geste, par une bonne action, eh bien ça passe par participer à ce radioton en appelant le 01 60 14 14 14 01 60 14 14 14. Vous avez juste à prendre votre carte bleue et les codes qui suivent, évidemment, que vous dictez à la standardiste ou au standardiste. Ou alors, si vous voulez faire ça de manière plus isolée, tranquillement, eh bien, vous allez sur le site www.secours avec un S-du-6 islamique.org. Il ne tient qu'à vous de rendre le sourire et de l'espoir à ces enfants palestiniens. Merci beaucoup, Simaheddine.
Merci beaucoup Christophe, merci Talat et merci à la radio. Merci énormément. Merci à vous. En tout cas, on reste mobilisés tout au long de ce week-end, bien sûr. On aura une nouvelle intervention, on fera un nouveau point, bien sûr, avant la fin de cette émission, mais aussi avec tout à l'heure Si Mohamed Bajrafil pour l'émission Parle Islam, parce qu'on va en parler, continuer d'en parler de ce radioton tout au long de week-end. Et j'espère que les auditeurs, mais je n'en doute absolument pas, sauront évidemment répondre à cet appel et à faire preuve de générosité. Vous voyez, il y a le Téléthon à la télé, c'est pour les maladies, les maladies ce soir sur France 2, qui va durer tout le week-end. Et puis nous, on a le radioton, donc concernant la Palestine. En général, les maladies orphelines, voilà, et les maladies rares. Les maladies rares, absolument. Et on peut participer aux deux, évidemment. 36-37, on n'oublie pas, tout au long de ce week-end, bien sûr. Alors, on va revenir dans un instant avec vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000 pour revenir. Vous voulez la dernière dépêche, cher Christophe? Qu'est-ce qu'il y a comme dépêche? Sur le président Hollande. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le service de communication du Premier ministre, Monsieur Valls, hier à 16h30, a envoyé un texto aux différents journalistes parlementaires pour leur dire attention, le numéro de Monsieur Valls que vous avez ne fonctionnera plus à partir de 20h ce soir. Ah, très bien. Valls change de numéro. Hier soir à 20h. Valls annule un grand déplacement important demain. Valls sera-t-il celui qui va rassembler à gauche? Tout est là. Enfin, la question est posée. Voilà, là, la question de être ou ne pas être. La chute. Être ou ne pas être, évidemment. À vous de nous dire, on en reparle dans un instant avec vous. Ne bougez pas. Le grand forum sur France Maghreb 2 et ce radioton évidemment qui nous mobilise tout au long de ce week-end. 3808 €, voilà ce qui a été récolté depuis 15 heures. Donc ça continue de grimper. Bravo, la générosité se fait évidemment ressentir. 3808. Et il nous faut, il nous faut 4700 avant pour 18h. L'orphelinat, la réhabilitation de l'orphelinat évidemment avant 18h. On l'espère. Bouchra dans son réseau, elle va pousser et puis on va oui, voir. C'est ce que j'ai dit, il reste quoi? Il reste 200, il reste 500 €. Allez, 500 €. Alors vous êtes Tarek Mami, vous avez la calculette du patron. Bien sûr. De 500 € à 700 €, il y a quand même une marge de 200. Oui, mais attendez. Donnez-nous les 500, vous verrez que le 200 viendra tout seul. En tout cas, on y va, effectivement, avant 18h pour la réhabilitation de cet orphelinat. Mais évidemment, ça continue. Les opérations, c'est pas ce qui manque pour venir en aide aux enfants palestiniens. Après, on s'attaquera au jardin d'enfants. Et puis d'autres projets, évidemment, qui vont vous être rappelés tout au long de ce week-end à l'occasion de ce radioton. www.secours avec un S-6 islamique.org. Et le numéro de téléphone, évidemment, à appeler tout de suite avec ce mot-clé radioton 01 60 14 14 14. C'est très facile à retenir. 01 60 14 14 14. 3 fois 14. Kamel est avec nous au 01 40 33 9000. Salut Kamel. J'espère que tu as donné avant tout. Avant de parler, d'abord, il faut donner. Alors, je te le dis très sincèrement, lorsque j'étais en train d'annoncer ça, j'ai dit je vais le faire, mais je vais le faire ce soir entre 19 et 20h avec mon fils Anir de 5 ans, parce que je veux également qu'il soit témoin, qu'il le fasse, et je l'engage aussi à soutenir effectivement comme chaque année. Voilà, ça je m'engage à le faire entre 19 et 20h avec lui. On va guetter, on va voir. Ah non, mais tu peux regarder, hein, je promets. Alors, je sais pas s'il va falloir, j'ai bien retenu le téléphone 01 60 14 3 fois. Oui. Je l'ai bien noté. Alors peut-être qu'on donne le nom, etc., etc. Alors moi je déclinerai, comme on dit dans la police, mon identité. Il y a pas de souci. Simplement je le ferai. Alors, très bien. Écoute, je venais vers la radio. Alors je salue bien évidemment tout le monde et je voulais réagir à l'intervention de Samir que j'ai trouvé d'une clairvoyance. Et moi j'apprécie toujours quand il y a cette clairvoyance qui se fait. Ceci étant, moi je voulais parler par rapport à l'abandon de Hollande sur la politique intérieure, sur cette politique intérieure qui finalement a été plutôt. Alors aujourd'hui on essaie de dire que finalement elle n'est pas si nulle que ça, etc. Mais excusez-moi et de le dire, moi je ramène toujours les choses quand même à notre communauté et à ce que nous vivons et ce que nous subissons. Je crois que là on pourra dire que c'est l'un des quinquennats, et appelé le quinquennat maudit, l'un des quinquennats les plus monstrueux concernant notre communauté, et je ne sais pas le devenir de oui. Oui, on vous écoute, hein, Kamel. Non, et je ne sais pas le devenir ensuite avec les quinquennats qui vont arriver, mais je crois que là, ceux qui prônent à gauche cette solidarité, cet humanisme, ces valeurs qu'on a
souvent entendu parler des valeurs que finalement sur lesquelles ils s'assoient les uns et les autres. Notre communauté a subi et subira encore, et on pourra dire que le firmament aujourd'hui de tout ça, c'est quand même cette gauche, ce président qui a été finalement d'une médiocrité sans nom. Je le dis avec ces mots parce qu'il faut à un moment dire les telles qu'elles sont. Et je crois, comme le disait tout à l'heure Samir, moi je ne vais pas pleurer sur son sort. On sait ce qu'il est advenu de nos mères, de nos filles qui ont été insultées, bafouées, et on veut nous ramener aujourd'hui dans d'une espèce de manigance. Monsieur Valls, croyez-moi, je serai l'un de ceux qui me battra pour que ce monsieur n'arrive jamais à être élu président. Je pense même qu'il faudrait qu'il n'ait plus jamais aucun mandat, ce monsieur. Voilà, je le dis avec beaucoup de franchise, c'est dit, parce que vous nous avez toujours donné la liberté de le faire. Je le dis avec cette liberté qui peut ne pas être partagée, mais je le dis et je vous en remercie encore. La liberté partagée, c'est son contenu qui peut ne pas être contenu. C'est pas la même chose. Faut nuancer, en fait. Non, mais la liberté, vous êtes dans la victimisation, Kamel, c'est tout. La liberté existe, mais nous ne sommes pas obligés d'accepter les opinions les uns des autres, mais en toute liberté. J'entends bien, Tarek. Bon, c'était important de le dire. C'est dit. Et aujourd'hui, alors je voudrais rajouter aussi quelque chose. Oui, mais là vous abusez, Kamel. Alors, mais très rapidement, parce qu'aujourd'hui j'ai vécu une petite chose. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En rentrant dans un café, une jeune femme venant du Nigeria, enceinte, d'une vingtaine d'années, 20-25 ans. Il a fallu que je l'amène à la mairie du 20e pour savoir ce qu'elle allait faire. Ça fait une semaine qu'elle était dans la rue. Je suis allé à la mairie du 20e. À la mairie du 20e, ils n'ont pas pu donner de solution. Je suis allé à l'aide sociale avec cette personne, également, qui ne pouvait pas avoir de solution. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans notre pays, une femme d'une vingtaine d'années qui est enceinte de 25 semaines puisqu'elle avait son dossier, qui vient du Nigeria, qui ne parle pas français, qui parle anglais, etc., eh bien, il y a quasiment pas de structure pour accueillir. Voilà, j'étais véritablement éberlué, stupéfait de ce vide. Merci Kamel. Merci. Oui, Bouchra, tu parlais des... C'est pas qu'il n'y a pas de structure, hein. Je suis bien placé pour en parler. C'est que ce que je disais tout à l'heure en arrivant, de découvrir que les gens se réveillent d'un coup et découvrent que le 115 est saturé. Et que voilà, il y a des, enfin moi ma particularité c'est les femmes et les enfants, et que tous les jours on se retrouve avec des femmes qui viennent à notre accueil de jour et qui sont justement, qu'on doit fermer l'accueil de jour et qui se retrouvent à la rue avec leurs enfants. Moi j'ai vu des femmes déposer des cartons, donc je sors de mon bureau, voilà ce que je découvre, parce que ces femmes-là, je suis obligée de les mettre dehors, je ne peux pas les faire dormir dans l'association, je peux pas les ramener chez moi non plus, parce que vous imaginez, voilà, le 115 est saturé depuis des mois et l'État ne fait rien du tout, ne réagit pas. On a des femmes enceintes, des femmes de très très jeunes avec des enfants en bas âge dehors qui dorment à la rue. Donc non seulement il y a des hommes, mais il faut pas oublier qu'il y a des femmes et des enfants. Et ça c'est le pire, c'est que la DAS met en place des hébergements d'urgence. Voilà, dans les hôpitaux les urgences sont saturées. Donc voilà. Et là l'hiver vraiment va être très rude et je sais pas comment. Ah bah il l'est déjà. Hein. Oui, très rude. Et là ça va être de pire en pire. Hein. Donc les températures vont bien chuter et on se retrouve vraiment dans une impasse où justement on est toutes et tous un petit peu concernés, on se sent un petit peu, on culpabilise d'être chez soi avec le chauffage, voilà. Mais comment faire pour aider toutes ces personnes? Moi personnellement, je toute seule, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment que les citoyens et les citoyennes se fassent quelque chose, parce que je pense que c'est à nous de faire bouger les choses, parce que au point de vue de l'État, moi j'attends plus rien de l'État, hein, parce que ça fait des mois que ça dure et que les gens réalisent que maintenant que l'hiver est là, qui est justement que le 115 est saturé, que voilà. On continue d'écouter vos réactions, de les recueillir, ces réactions évidemment au lendemain de cette, et là on revient sur le chapitre politique de cette annonce de François Hollande, de cette petite anecdote que nous confiait tout à l'heure Tarek Mami, à savoir que Manuel Valls a changé de numéro depuis hier soir 20h, qu'il a annulé son déplacement qui était ô combien important demain, l'un peut-être des plus grands rassemblements à laquelle il a annulé sa présence. Donc Manuel Valls peut-être endosse l'habit de candidat à cette primaire. On rappelle qu'ils ont jusqu'au 15 décembre pour déposer leur parrainage. Le premier à l'avoir fait d'ailleurs hier, c'est Arnaud Montebourg. Karim, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Moi, écoute, j'ai été surpris comme tout le monde parce que je n'avais pas, contrairement à beaucoup de gens, beaucoup de haine envers François Hollande. Je trouve que c'est je trouvais, parce que c'est plus le cas maintenant, que c'était un président que je trouvais qu'il était sincère. Je pense que sur le plan économique, il a fait ce qu'il a pu parce que je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. La France est prise dans un tourbillon. Quand on est dans un tourbillon, on est un grain de sable, hein, que tu veux que je te dise. Et le seul reproche, moi j'aurais peut-être encore voté pour lui parce que je répète, je trouve qu'il est sincère ce type et je pense pas qu'il ait un mauvais fond. Par contre, ce que j'ai qu'un seul reproche à lui faire, c'est de n'avoir pas assez lutté contre l'islamophobie et surtout ce que je lui reprochais, c'est de ne pas avoir un petit peu canalisé Valls, qui est lui ouvertement islamophobe. D'ailleurs, Benoît Hamon, pour ceux qui le connaissent, a dit ce matin, si Valls est président, la campagne, les primaires de la gauche vont encore tourner autour du thème identitaire et non sur le plan économique, et il va falloir qu'on y fasse attention, parce que Valls, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est sa marque de fabrique, oui, ça, c'est clair. C'est ça, mais comment peut-on faire confiance? Vous savez qu'il y a une journaliste qui est passée sur RMC et qui a dit qu'il il a tout mis en œuvre dans sa ville pour que aucun commerce à consonance musulmane puisse s'ouvrir. Ouais, à Ivry notamment. Comment peut-on faire confiance, Karim Bouchra, chers amis auditeurs auditrices, à un homme qui a encore pas plus tard que 6 ans avait une politique et défendait, j'allais dire, la Palestine avec beaucoup d'actions qu'il a organisées d'ailleurs lorsqu'il était maire d'Evry et qui j'allais dire au détour d'une rencontre, c'est pas ça qu'on remet en cause, mais d'une femme qui lui a fait changer littéralement de position. Il est passé de la cause palestinienne. C'était simple. Ouais. Pense à Fillon qui était à 10% dans les sondages il y a un mois et demi. Il a publié un livre sur l'islam comme quoi il allait faire la peau aux musulmans. Il a fait un bond de 30%. Il a compris, Valls, que c'est pas en défendant la Palestine qu'on faisait carrière politique en France. Ouais. Ne perdez pas de vue que l'islamophobie est un accélérateur de carrière. Bah, force est de constater. Alors, est-ce que c'est les politiques qui font incriminer ou est-ce que c'est le peuple de France qui attend des phrases, des déclarations outrancières sur l'islam et les musulmans? Est-ce que on peut se poser la question? À la fois des hommes politiques puis à la fois des musulmans qui, d'un autre côté, on nous retire les micros, donc on peut jamais nous entendre parce que dès qu'on veut parler, on nous retire le micro. Mais on n'est pas structuré, on n'est pas organisé, on n'est pas solidaire. Ouais. Et par exemple, je te prends un exemple tout bête. Alain Juppé, il suffit qu'il ait eu un ami musulman qui s'appelait Tarek Oubou, un ami, hein. Ça va pas plus loin. Hein. Je suis sûr qu'ils mangeaient pas ensemble tous les week-ends. Hein. Pour que tout de suite, ça qualifiait d'Ali Juppé et qu'ils perdent quasiment les élections. Je veux dire que, si tu veux, on est devenus les pestiférés de la République. Et moi, ce que je reproche justement à Hollande, c'est d'avoir perdu l'électorat musulman. Parce que en 2012, il a gagné avec 800 000 voix d'avance et tout le monde s'accorde pour dire que c'est grâce aux musulmans, au vote musulman, s'il y en a un, moi je pense qu'il y en a un, qu'il a été élu. Et il a tourné le dos à cet électorat fort de 5 millions de personnes qui auraient peut-être pu lui donner une certaine stature. Parce que moi, j'étais pas contre parce que je suis comme tout le monde, quand je prends le métro et tout, moi j'ai peur des terroristes, etc. Le seul problème, c'est que il n'a pas mis le holà dans les perquisitions qui ont été vraiment abusives et qui n'ont concerné qu'une seule catégorie de population. Et ça, il aurait dû intervenir. Parce que moi, je comprends pas, il n'y a aucun homme politique qui cherche à draguer un corps constitué de 5 millions d'électeurs qui représentent à peu près 15%. Mais alors, Karim, il peut se poser la question, pourquoi? Parce que ce corps dont vous parlez ne vote pas. Il vote pas, peut-être, mais si on lui disait, je sais pas, imagine, moi, si demain j'entends un mec qui vient à la radio, à la télé, qui dit, écoutez, les musulmans, moi j'ai rien contre vous, je suis même content que vous soyez en France, je suis pour que vous pratiquiez votre religion, tranquillement, sans que personne vous emmerde. Moi, il dit simplement ça, je vote pour lui. Ouais, mais le problème c'est que aujourd'hui, on le répète sans cesse, Bouchra et chers amis auditeurs, c'est que au lendemain d'élection, le député, le maire ou je ne sais qui encore regarde les noms à consonance. Alors c'est vrai, ça veut peut-être rien dire aussi, hein. Mais et quand on s'aperçoit par exemple que vous allez dans des quartiers populaires où il y a une population, j'allais dire extrêmement diverse, et que
sur ces listes, donc le lundi matin au lendemain d'élection, il n'y a pas beaucoup de ces gens-là, le politique se dit à quoi ça sert que je m'intéresse à lui, je veux dire, c'est pas lui qui a voté pour moi, donc. C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, Christophe. C'est complètement vrai, Karim, pardon de te le dire, mais c'est complètement vrai même. Non mais Christophe, regarde, Hollande, il a été élu avec les voix musulmanes, il a rien fait pour limiter l'islamophobie en France. Mais Hollande a été peut-être élu, je ne sais pas encore, mais peut-être élu surtout par des Français qui avaient un rejet véritablement de Nicolas Sarkozy. Peut-être pas forcément à son programme, quoique les paroles, on se rappelle des anaphores de François Hollande, hein. Moi président. Bon, on a vu ce que ça a donné 5 ans après. Oui. Quoi qu'il en soit, c'était plus un rejet de Sarkozy, je pense, qui a permis à François Hollande d'arriver au pouvoir, que sur ses programmes ou qu'un électorat. T'as peut-être raison, mais moi je pense pour finir que nous, les musulmans de France, on n'a pas atteint ce qu'on appelle la maturité. Je crois qu'on est resté mineur parce qu'on attend toujours que les hommes politiques fassent. Moi j'entends autour de moi. Moi je vais voter celui-là parce que il fera ça pour nous. Moi je vais voter celui-là parce qu'il nous aime bien. Mais le problème, moi je crois sincèrement, et c'est du communautarisme, mais je crois que tant que nous-mêmes, on n'aura pas nos députés, notre groupe parlementaire, tant qu'on n'aura pas nos 40 ou 50 députés musulmans qui siégeront au Parlement, rien, absolument rien ne changera dans ce pays. On vivra de promesses. Or, les promesses, en fin de compte, en général, elles sont faites pour ne pas être tenues. Et puis, je voulais vous dire aussi, appelez le 01 74 14 14. Moi, je viens de le faire pour faire un don. Je suis tombé sur une dame qui a une très belle voix et qui est super gentille. Parfait, Karim. J'ai oublié de demander, mais c'est vrai. Bien accueilli. 01 74 14 14 pour participer à ce Radioton. Le compteur monte. On rappelle, première phase, on va dire, c'est ces 4700 € qu'il nous faut atteindre. On n'en est pas très loin pour la réhabilitation d'un orphelinat en Palestine, puisque tout va tourner évidemment autour de l'enfance palestinien tout au long de ce week-end, tout au long de ce Radioton, avec divers projets que nous allons mettre en œuvre, que le Secours islamique va mettre en œuvre grâce à votre élan de générosité. N'hésitez pas en tout cas à participer en appelant donc le 01 60 14 14 14, mais aussi sur le site internet où vous pouvez d'ailleurs voir comme nous le compteur qui grimpe, www.secours avec un s-du-6 islamique.org. Vous pourrez pas dire que vous le saviez pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Kamel. Bonsoir Monsieur Tariq Mani. On vous écoute Kamel. On vous écoute Kamel, allez, perdez pas votre temps à dire tout le temps bonsoir à tout le monde. Simplement ce que j'ai à dire, moi vraiment j'étais surpris par la décision de Monsieur Hollande. C'est un président. Kamel, bonsoir. Comment? Bonsoir Monsieur Kamel. Bonsoir Tariq Mani. Vraiment, ça fait un grand plaisir d'avoir une radio comme ça où tous les auditeurs de quelle origine qu'ils soient peuvent s'exprimer. Merci beaucoup et je passe. Je dis que Hollande c'était un Vous êtes un grand passeur de pommade, Madame Kamel. Surtout quand le même auditeur change de prénom 3 fois. Ouais. Voire plusieurs fois. Non, sérieusement, sur Hollande. Ah mais c'est sérieux Kamel. Je tiens à dire que Hollande, il n'a jamais été impliqué dans des affaires. Et moi, c'est très important. J'aurais aimé qu'il soit... Il va pouvoir dîner avec Fillon, hein. Parce que il va pouvoir dîner avec Fillon. Les deux n'ont pas d'affaires, n'ont pas de casserole. Les deux François. Attendez. Mais malheureusement, il a fait des erreurs. Il n'a pas tenu des promesses telles que les élections pour les élections locales ou la participation, même des gens qui n'ont pas la nationalité française puissent le faire. Il l'a pas fait. Ça, c'est vraiment locale, c'est vrai. Et deuxièmement, à propos de la déchéance de la nationalité, quand on prend une décision, on ne peut pas revenir. L'affaire de la jeune albanaise, là, des trucs, non, mais quand même, ne pas intervenir en Syrie en 2013 par rapport à Samir. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Si la France... Au secours, Bachar revient. Comment? Au secours, il y a Bachar qui revient à Alep, là. Non, mais Bachar, monsieur Tariq Mani, il faut dire qu'il fait pas il est pas en train de nettoyer les terroristes. Continuons sur les points positifs. Ouais, vous le cherchez, là, aussi. Non, mais je fais exprès. Non, mais parce qu'il rebondit sur Samir. En politique intérieure, comment vous jugez le bilan aujourd'hui? Politique intérieure uniquement. Ah, vous voulez pas qu'on parle de... Non, on parle. Non, mais comme intérieur. Il faut dire que... Moi, je pense pas que Fillon ou quelqu'un d'autre va faire mieux. Moi, je pense que Hollande, bon, il y a des erreurs, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est tout à fait normal. Et aucun président ne peut faire un mandat à 100% réussi. Il y aura toujours, mais je regrette qu'il ne sera pas. Mais à mon avis, moi, je suis plus un candidat de gauche comme Macron ou Valls, plus proche du centre. Ah, Valls? Que quelqu'un qui sera plus à gauche parce que ça sera une catastrophe. Les sondages de Arnaud Montebourg,
ou le ministre, comment s'appelle? Monsieur Hamon. Monsieur Hamon. Hamon, Oui. c'est une catastrophe. C'est des gens qui ne respectent pas l'autorité du président. Ils ont fait la zizanie dans la gauche, et je pense que c'est eux qui vont faire élire le Front National à cause de ces... Vraiment, Merci Kamel. Bon, merci, cher Christophe. Je peux vous annoncer qu'est-ce qu'il y a quelques bonnes nouvelles parce qu'aujourd'hui les dépêches viennent. C'est Bochra qui les amène les vendredis. Alors, en radio numérique. Je porte bien mon prénom. Oui, tout à fait. Alors, en radio numérique terrestre, France Maghreb 2 vient d'être autorisé par le CSA pour diffuser sur les villes sous toute réserve de quelques détails, mais en tout cas à Lille, à Dunkerque, à Lyon, à Strasbourg, à Mulhouse. Ah ouais. Voilà. À Lyon à Lyon, c'est fait. À Lyon, voilà. Donc, on vérifie quelques détails parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites demandes à l'intérieur, mais en gros, nous serons sur la région de Lille, sur la région de Strasbourg et sur la région de Lyon, en plus des régions sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Paris. Mais en radio numérique, Marseille, on rappelle. Radio numérique, oui. Non, mais c'est peut-être l'avenir du monde, c'est peut-être pas, mais donc la radio est toujours en marche. Ouais. Super. En tout cas, radio numérique, il faut s'équiper d'un poste spécial. On expliquera à nos amis. Oui. C'est bien, on va faire une petite percée dans le nord, là. Bah oui. C'est bien. Nord, l'Est et le centre de la France. Les trois villes, les trois grosses villes. Il nous manque la partie ouest de la France, là. Il nous manquerait dans l'absolu Bordeaux et Toulouse. Oui. Et ça sera bien pour nous. Bon, on aura terminé notre tour. Et puis après, on pourra aller au Maghreb aussi. On y est. On y est par satellite et par application. Non, c'est vrai qu'on s'est fait à Alger, Tunis et Rabat. Oui, c'est ça, oui. Ouais, non. Rêvons. Non, mais. Attendez. Non, mais rêvons le possible et revenons surtout le faisable. Oui. Pourquoi c'est pas faisable? Non. D'accord. Au moins c'est clair. On va arrêter de rêver. Mais par contre, on ne rêve pas, c'est sur ce compteur qui monte, évidemment. Est-ce qu'on est arrivé à 4000? Je sais pas, il faut que la personne qui regarde le compteur en charge vienne me le dire. Mais on a quelques minutes encore. Écoutez, on fait la pub, on va reprendre des nouvelles du compteur. Et le petit mot sur Tunis. Dans un instant. Et le j'aime ou j'aime pas aussi à suivre sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus en direct sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Forum sur France Maghreb 2 et nous parlons évidemment, nous allons en parler d'ailleurs tout au long de ce week-end de ce radioton pour les enfants palestiniens. Ce compteur qui continue de grimper, je vous dirai dans quelques minutes à combien nous en sommes et il va falloir se mobiliser plus que jamais, faire preuve de générosité. Pour ce faire, vous avez donc un numéro de téléphone à retenir, à apprendre par cœur, à composer surtout et à activer de par votre bonne action, votre bonne œuvre et en participant donc à ce radioton en appelant le secours islamique 01 60 14 14 14. Je répète 01 60 14 14 14 www.secours avec un S _du6 islamique.org. N'hésitez pas, évidemment, on fera le point dans un instant. On parlait aussi donc de François Hollande et de cette annonce surprise donc d'hier soir. Ce choix est salué, dignité, lucidité pour les uns, aveu d'échec pour les autres. Les réactions politiques n'ont pas manqué. Et selon 8 Français sur 10 interrogés, ils approuvent la décision de François Hollande. 82% selon un sondage Harris Interactive chez les sympathisants de gauche. Ils sont même 88 chez ceux de droite, interrogés sur la personnalité que les sondés souhaiteraient voir désignée maintenant à l'issue de la primaire organisée par le Parti Socialiste et ses alliés. Manuel Valls arrive en tête avec 24% des voix devant Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Valls, favori pour la primaire, Tarek. Ça ne s'invente pas, c'est les sondages. Juppé aussi, l'été. Sarkozy aussi, l'été. Donc aujourd'hui, entre ce que les uns disent et les autres font, on verra bien. 3938, nous en sommes. 3938. Bon. Et là, pour le coup, on est presque à 500 et quelques bananes, comme on dit. J'avais dit tout à l'heure, cher Christophe, sauf que je vais plus vite que la musique. Voilà. En tout cas, voilà. Oui, alors ça, c'est le sondage 24%, mais on n'a pas les chiffres pour monsieur Hamon et monsieur... non, j'ai pas les chiffres. Non. Voilà, on les aura tout à l'heure, mais ça ne veut rien dire parce que il y a d'autres candidats écologistes et donc pour un candidat qui est encore pas déclaré, on rappelle. Oui, non, mais de toute façon, non, mais attendez, il y a un journaliste l'autre jour qui a dit. En politique et dans les sondages en France et depuis 30 ans, mieux vaut ne pas être celui qui arrive premier dans les premiers sondages, parce qu'on a constaté que de l'expérience baladure à ce jour, tous ceux qui sont premiers terminent toujours assez loin.
Exact. Voilà. En tout cas, on n'oublie pas le Radioton tout au long de ce week-end, on en reparlera. Une donc petite tout à l'heure. salutation à notre ami Rahim à PCV. On le recevra peut-être dans quelques jours, début de la semaine, pour qu'il vous parle de son voyage sur l'Algérie pour le réveillon. Ils viennent de finaliser donc Alger d'abord et puis le désert ensuite. Alors notre ami Rahim a terminé ce qu'on appelle dans les voyages les paquets, j'aime pas ce mot mais c'est comme ça, c'est-à-dire le prix du lot, soit pour Paris, Alger, soit plus le sud, et donc on le recevra la semaine prochaine pour qu'il se concentre sur ce montant-là et explique aux auditeurs, parce qu'il faut qu'il fasse en gros avant la fin de la semaine prochaine la liste de ceux qui vont aller. On sera vers le 10 décembre et il faut bien 15 jours, 3 semaines pour préparer là-bas en Algérie les chambres d'hôtel et tout ça. Merci à Rahim. Voilà. Alors un petit mot sur la Tunisie avant de passer à vos coups de cœur et j'aime pas. Très vite. Alors c'est la Tunisie a organisé ce qu'elle a appelé Tunisia 2020 qui s'est révélé être une réussite médiatique et des promesses économiques fortes à concrétiser, chiffres à connaître et à retenir en mémoire. Le congrès économique Tunisia 2020 qui a eu lieu à Tunis les 29-30 novembre 2016 a constitué une réussite médiatique et des promesses économiques qui restent à concrétiser. Prévu pour accueillir 2000 participants, cher Christophe, le congrès enregistre la présence de 4500 participants et le refus de plus de 2000 demandes supplémentaires faute de place. Tunis a donc reçu des participants en provenance de 70 pays, 40 délégations officielles, 2 anciens présidents européens, 3 premiers ministres actuels, la France, l'Algérie et le Qatar, et des dizaines de présidents de banques et d'organismes financiers. La Tunisie a ainsi recueilli la promesse d'investissement, retenez ce chiffre dans les oreilles, de 35 milliards de dinars tunisiens. Je répète, cher Christophe, 35 milliards de dinars tunisiens pour un budget de la Tunisie qui est de 30 milliards par an. Donc les promesses dépassent le budget actuel annuel. Et sur ces 35 milliards, il y a 17 milliards de dollars cette fois qui sont investis tout de suite, et il restera le 19 milliards en investissement direct et prêt à très long terme jusqu'à 30 ans à des taux d'intérêt préférentiels de 2%. Donc la machine, l'argent est disponible. Il reste que la présence de tous ces chefs d'entreprise, investisseurs, décideurs politiques et journalistes à ce rendez-vous semble donc annoncer un renouveau économique de la Tunisie. Pour beaucoup de participants avec lesquels j'ai échangé, je cite en résumé, la réussite de la transition politique à la mise en place d'une jeune démocratie dans le monde arabo-islamique explique le nouvel engouement pour la Tunisie. La démocratie, manifestement, va apporter de l'argent à la Tunisie. Le peuple tunisien suit avec attention cet événement, avec une curiosité et un enthousiasme, mais avec une lucidité, un réalisme et une froideur extraordinaire qui rappelle la fameuse interrogation: comment ça va marcher? Comment ça va se réaliser? Quand nous verrons les premières réalisations pratiques de ces promesses faramineuses, les Tunisiens attendent donc avec impatience la mise en place d'un comité de suivi de ces actes de congrès que le gouvernement a promis de mettre en place dans quelques semaines. Et avant de passer à vos coups de cœur, le j'aime ou j'aime pas, avec quelques petites informations, j'aime pas, ou je m'en fous d'ailleurs, le président tunisien Béji Caïd Essebsi, je le dis pour Manuel Valls, des fois que ça peut... On dira BCE pour éviter voilà. tous les problèmes. C'est rendu au Parlement européen hier et aux députés européens, il leur a dit: l'islam n'est pas incompatible avec la République. C'est une phrase qu'a prononcée à 3 reprises en Tunisie le président François Hollande, avec tous les sarcasmes qui ont été derrière. Moi, j'invite ceux qui souhaitent vraiment connaître l'histoire de la Tunisie, de l'islam, de s'y pencher. Et je renvoie au fait qu'en 1820, le roi d'Arabie Saoudite, le premier Abdel Wahab, avait envoyé donc un texte qui s'appelle une lettre, Risalat al-Tawhid, aux différents chefs d'État arabes de l'époque, notamment au bey de la Tunisie et au roi du Maroc. Et les Tunisiens avaient répondu en 1822 dans une longue lettre qui s'appelle Ar-Radd al-Wahhabiyya, donc répondre à la lettre des Wahhabites. En gros, je vais la faire vulgaire. Cher monsieur, allez apprendre ce que c'est l'islam et après vous nous écrirez une lettre. Donc j'aime. Moi j'adore. Bouchra. Oui, j'aime. Étiquetage. Et le président de la République tunisienne, monsieur BCE, est aujourd'hui à Tunis parce qu'il sort un livre
qui s'appelle Démocratie en terre d'islam, Oui. publié par Plan et qui a été signé aujourd'hui à 13h à Paris. Oui, absolument. Démocratie en islam, Et BJ. c'est Arlette Chabot en fait qui l'a Oui, interviewé. c'est un entretien. BJ KIDCPSI, BCE, chez Plan. On va faire un peu de publicité pour Plan parce qu'il s'agit du président tunisien. Et donc, démocratie en terre d'islam. Alors, étiquetage, Israël dénonce la discrimination de la France à son égard. Alors, moi, je n'aime pas, d'autant plus que nous avons eu Maître Gilles Devers la semaine dernière, Ouais. qui nous a expliqué le côté positif de la décision et le côté négatif de la position. Donc, on voit que la décision israélienne, elle est plutôt dans l'hypocrisie, parce qu'en quelque sorte, elle a gagné. Elle a retardé la mise en place BDS d'importance, mais elle crie toujours au lit. Et le proverbe chanson, on appelle ça du Shem, c'est-à-dire Syrie et Irak et Liban. Il y a une superbe chanson, je sais pas si Bouchra la connaît, c'est Varabni ou Baka, Sabakni ou Shaka. Il m'a frappé et il a pleuré. Et il a été le premier à me dénoncer. Donc on a l'habitude dans le monde arabe. C'est le j'aime ou j'aime pas, Tarek. Hein, donc on aime. Bon, très bien. Et puis pour terminer, Bouchra, Tarek, Marseille. J'aime l'opération, j'aime pas la position israélienne. J'ai compris. Marseille, un jeune lycéen encore hier de 16 ans tué à coups de couteau devant son lycée. J'aime pas, d'autant plus qu'il n'y a pas d'affaire d'argent, il n'y a pas d'affaire de drogue. C'est une affaire de bêtises de gamins dans une classe. On va pas jusqu'à la mort parce qu'il y a une bêtise dans une classe. Tout à fait, c'est malheureux. Alors, on a eu François Hollande sous la pluie lorsqu'il est arrivé président, et quand il annonce le mandat, c'est un métro qui déraille à Paris, à la station Barbès, comme quoi François Hollande, il a la shkoumoun. Voilà, et notre ami Abdelrahim, donc de la PCV, nous dit par SMS et par mail qu'il est disposé et qu'il serait heureux de venir vous voir, cher ami Christophe, le mardi, pour vendre son voyage. Très bien. Alors, on va terminer tout de suite par les coups de cœur. C'est parti sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2, voilà les coups de cœur. Alors, laisse mon temps à Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors Bouchra, et je vous remercie mon cher ami Tarek, et on va se saluer là-dessus parce que je crois que c'est un coup de cœur musical que souhaite nous proposer cher Bouchra. Mon temps est offert à Bouchra. Voilà, mais musical, mais bien au-delà de ça. Donc, musical conscient. Tout à fait, pour faire prendre conscience et dénoncer un petit peu. Vendredi dernier était le 25 novembre, la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Et depuis des mois, on a mené un projet avec des femmes d'une association, justement pour lutter contre ces violences et dénoncer tout ça et faire passer un message aux autres femmes qui subissent toutes ces violences avec leurs enfants. Et donc, on a eu l'idée de lancer en fait des ateliers d'écriture par la suite pour écrire justement leur propre chanson et de la mettre en musique avec l'accompagnement aussi de plusieurs artistes, de comédiens, acteurs, sportives. Donc humoristes qui se sont joints à nous et donc le projet a pris quand même une ampleur mondiale parce qu'on a reçu des vidéos du monde entier où les gens justement se filmaient en train de dire stop aux violences faites aux femmes dans leur langue maternelle et autres, et ils essayaient de le dire en français. Et Toujours debout, qui est le titre de cette chanson qui a été menée par l'association du côté des femmes. Et on se quitte avec ça. Merci beaucoup Bouchra, merci Tarek. Et je remercie toutes les personnes qui ont vraiment soutenu ce projet, qui ont participé, les comédiens, tous les artistes aussi qui ont vraiment été incroyables, et toutes ces femmes aussi qui ont vraiment eu le courage de le faire et de mettre tout ça en musique et en clip, donc que vous pouvez découvrir Toujours debout du côté des femmes sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager et à liker, pour que vraiment dénoncer toutes ces violences faites aux femmes. Allez, on écoute un extrait de ce morceau, et on n'a pas fini de la réécouter cette chanson en total exclu d'ailleurs sur France Maghreb 2. Et on n'oublie pas le 01 60 14 14 14 Radioton, on poursuit. Chiffres. On était à moins de 4000, légèrement. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, ça va monter. On fera le point tout à l'heure dans l'émission Parler Islam avec Mohamed Bajrafil et Medjahed. 01 ça sera peut-être Samy aujourd'hui, puisque cher Samy et cher combien dans le compteur on peut annoncer? 4158. Très bien. Vous voyez, Christophe, on est à moins de 500 que j'avais à annoncer tout à l'heure. Donc il y aura peut-être cher Samy tout à l'heure, puisque nos deux chers Samy et Bajrafil se complètent et organisent leur agenda. Ils sont assez grands pour le faire. Allez, merci à tous, et on retrouve Damien Amar dans un instant pour l'éphéméride, le sport et la télé. On écoute évidemment un extrait de ce titre qu'on a écouté en intégralité, et c'était pour la première fois lundi dernier. Les résultats arrivent plus tard que je ne les avais annoncés, j'en conviens. Mais ils sont là. L'investissement, la consommation, la construction repartent. Et depuis le début de l'année, le chômage enfin diminue. Mais il reste à un niveau trop élevé, et je
mesure ce que cette situation peut avoir d'insupportable pour nos concitoyens qui vivent dans la précarité. Mes chers compatriotes, le monde, l'Europe, la France ont traversé pendant tout mon mandat des épreuves particulièrement graves. J'ai engagé nos forces armées au Mali, en Centrafrique, en Irak, en Syrie, pour défendre nos valeurs et pour combattre le terrorisme islamiste qui nous avait frappés et qui nous menace encore, frappés à Paris, à Saint-Denis, à Nice et dans tant d'autres lieux ensanglantés. Dans ces circonstances particulièrement éprouvantes, terribles même, j'ai voulu que soit maintenue la cohésion nationale, que nous puissions éviter les divisions, les surenchères, les stigmatisations et donc les amalgames. Mais en même temps, nous avons tenu bon et j'ai pris les mesures qui étaient nécessaires. Notre arsenal pénal a été durci, sans mettre en cause à aucun moment nos libertés. J'ai également procédé à des recrutements massifs dans nos armées, dans la gendarmerie, dans la police, parce que nous en avons besoin et qu'il y a encore beaucoup à faire. Sur les réfugiés, j'ai tenu à ce que la France puisse prendre sa part, parce que nous sommes la France, dans l'accueil de ceux qui fuyaient la guerre, et qu'en même temps, nous puissions toujours maîtriser nos frontières. Sur tous ces sujets, je n'ai qu'un seul regret, et je veux ici l'exprimer, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité, parce que je pense conforter, parce que c'est notre bien commun. Je l'ai même élargi pour permettre à ces travailleurs qui avaient commencé très tôt leur vie professionnelle de partir plus précocement à la retraite. Et j'ai fait en sorte que à chacune et à chacun puisse être accordée une complémentaire santé. Dans ce contexte, j'ai aussi voulu placer la France au premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est à Paris, oui, à Paris, que l'accord historique a pu être signé et qui a engagé le monde entier. J'ai voulu aussi que l'école dispose des moyens indispensables, ceux-là même qui lui avaient été ôtés dans la période précédente, parce que l'école, c'est le pilier de la République. J'ai fait avancer les libertés. Le mariage a été ouvert à tous les couples. L'égalité entre les femmes et les hommes a été renforcée. Et la lutte contre les discriminations, celles qui blessent, a été amplifiée. J'ai également modernisé notre démocratie avec la réforme territoriale, celle dont on parlait régulièrement et qui n'était jamais faite, avec la fin du cumul des mandats et avec également la transparence que j'ai imposée à tous les élus, à commencer par moi-même, pour être dans l'exemplarité. Mais l'engagement majeur que j'avais pris devant vous, c'était de faire baisser le chômage. J'y ai consacré, avec les gouvernements, toute mon énergie. J'ai pris tous les risques. J'ai allégé les charges des entreprises, parce que c'est la condition pour qu'il y ait davantage d'emplois. J'ai également aidé les embauches. J'ai fait en sorte que la formation professionnelle puisse être une grande priorité. J'ai également soutenu l'innovation et l'industrie de demain. Et j'ai pris la responsabilité de réformer le marché du travail. C'est qu'elle pouvait nous unir alors qu'elle nous a divisés. Au niveau européen, j'ai agi en votre nom pour que l'austérité puisse être enfin terminée pour beaucoup de peuples. Et j'ai fait en sorte que la Grèce puisse rester dans la zone euro, parce que sinon elle aurait éclaté, cette zone euro, tellement elle était traversée de tensions et de crises. J'ai également régulé la finance, oui la finance et le système bancaire, parce que ce que j'avais trouvé en 2012 était source de tous les risques. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'assume devant vous, en revendiquant les avancées, en reconnaissant les retards, et même en admettant certaines erreurs, parce que je porte un bilan et j'en assume toute la responsabilité. Dans 5 mois, vous aurez, mes chers compatriotes, à faire un choix pour notre pays. La droite vient de désigner son candidat après une large consultation. Je respecte la personne, le parcours de François Fillon,
Mais j'estime que le projet qu'il porte met en cause notre modèle social et nos services publics sans aucun bénéfice, au contraire, pour notre économie et avec un risque d'aggravation des inégalités. Quant à l'extrême droite, elle nous appelle au repli, à la sortie de l'Europe et du monde, et elle prend comme référence ce qui vient de se produire aux États-Unis. Je vous le dis nettement, franchement, le plus grand danger, c'est le protectionnisme, c'est l'enfermement, et ce serait d'abord un désastre pour les travailleurs français. Or, comme président de la République, je tiens d'abord à ce que le travail en France puisse être soutenu et valorisé. Plus que quiconque, mes chers compatriotes, je mesure l'enjeu de la période qui s'ouvre. Comme président de la République, je dois... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi qui démarre. C'est le grand forum, et jusque 18h30 avec un grand forum aux couleurs de ce radioton qui a démarré depuis 1 heure maintenant sur France Maghreb 2 avec le Secours Islamique. On vous rappelle évidemment ce qu'il faut absolument faire ce week-end. Apporter votre don, votre aide et aux couleurs de l'espoir pour les enfants palestiniens. www.secours avec un s-islamique-du-6 islamique.org. Le numéro de téléphone à composer sans modération, mais pourra surtout apporter votre aide, votre générosité. 01 60 14 14 14. On compte sur vous. Ce compteur grimpe de minute en minute. C'est pas assez, il va falloir encore plus se mobiliser tout au long de ce week-end. On compte sur vous et nous serons d'ailleurs tout à l'heure à 17h pour faire le point et rappeler l'essentiel de l'opération à 17h avec le directeur exécutif du Secours Islamique qui sera avec nous tout à l'heure à 17h sur France Maghreb 2. Le grand forum évidemment avec cette dernière partie tout à l'heure avec l'éphéméride. Et on parlera d'ailleurs de la fête nationale d'un pays, les Émirats Arabes Unis, tout à l'heure avec l'ami Amar. On parlera de la télé bien sûr et de ses programmes de sport bien sûr. Et puis le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur de nos deux chroniqueurs aujourd'hui et les avis tranchés à retrouver de monsieur Tarek Pami qui arrive dans un instant et madame la baronne Bouchra qui est avec nous. Comment ça va Bouchra ? Bonjour, ça va très bien, merci. Ravi de te retrouver. Après ces quelques semaines, on s'est pas vu là, ça fait un petit moment. Oui, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait entre temps. Oui, il y a eu plein de choses, une actualité chargée d'événements évidemment. En tout cas, voilà, t'as été je suppose au concert de Kerry James au Zénith de Paris. Oui, c'était plein, c'était magnifique. Plein d'émotions. Ah oui, c'était la première fois que le propriétaire du Zénith se voyait ressortir en fait les sièges qui sont sur les côtés. Donc la salle était plus que pleine, et ça faisait 10 ans qu'il avait pas ressorti ces sièges-là. Ah oui. Voilà, et c'était plein d'émotions. Kerry était notamment avec très ému, et puis on a eu la présence de l'épouse de Mohamed Ali, qui avait fait une émission avec lui et qui l'a justement invité sur son concert et qui a pris la parole. Donc Khalila qui est l'épouse de Mohamed Ali, le boxeur. Vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur notre page Facebook France Maghreb 2. On a fait un petit live en direct du concert. Alors l'actualité aujourd'hui évidemment, le gros titre à la une, c'est le point final d'une semaine où tout a basculé. François Hollande renonce à briguer un deuxième mandat. Il ne sera pas candidat à sa réélection en 2017. Acte de courage, terrible aveu d'échec après le quinquennat le plus impopulaire de la Ve République. Dès lors se pose la question de l'après Manuel Valls. Va-t-il reprendre le flambeau ? Eh bien sachez d'abord que Manuel Valls vient d'annuler sa présence à un grand rassemblement qui était prévu demain. Alors, ceci peut-être explique cela. En tout cas, voici le zapping entièrement consacré à ce qui s'est passé hier soir aux alentours de 20h. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé ainsi qu'à la radio. Surtout hier soir aux alentours de 20h, le président de la République a pris la parole pour faire une annonce. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Depuis mai 2012, c'est-à-dire la date à partir de laquelle je suis devenu président de la République, j'ai agi avec les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls pour redresser la France et la rendre plus juste. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre,
et la dette du pays a été préservée. J'ai également voulu que notre modèle social puisse être